Bienvenue! Aujourd'hui, on se penche sur les documents qui nous éclairent sur un moment vraiment intense de la guerre froide, le printemps de Prague, 1968. Oui, une période charnière. On va essayer de démêler ensemble la chronologie, le contexte aussi très particulier de la Tchécoslovaquie, marqué par l'occupation nazie, puis coincé entre Est et Ouest. Et il y a ces notions clés à comprendre. Exactement, comme le socialisme à visage humain, le pacte de Varsovie. Comment un tel élan d'espoir a pu finir sous les chenilles des chars? C'est la grande question. Et puis cette ironie incroyable avec Gorbatchev, des années plus tard, qui salue l'homme dont les idées faisaient si peur. Allez, on plonge dedans. Alors oui, c'est une histoire complexe. Pour comprendre 68, faut vraiment regarder un peu avant. La Tchécoslovaquie d'avant-guerre. Oui, Mais c'était une démocratie assez industrialisée, une vie intellectuelle riche, une gauche active. et puis le drame. Et puis le traumatisme. Les accords de Munich en 38, l'amputation du pays, et ensuite l'occupation nazie. Brutal. Ça laisse des traces profondes, évidemment. Et une méfiance aussi, vis-à-vis de l'Ouest. Et après la guerre, la libération, elle vient surtout de l'Est. L'armée rouge, ça pèse lourd politiquement. Tout à fait. Contrairement par exemple à la Yougoslavie, qui s'est largement libérée seule, là l'influence soviétique est décisive. Même s'il y a eu une courte période démocratique, c'est ça, hein? Une brève fenêtre, oui. Mais le monde bascule très vite dans la guerre froide. Le fameux rideau de fer. Et cette influence soviétique, elle se structure comment? Eh bien, dans ce contexte de guerre froide naissante, il y a l'OTAN qui se crée en 47, côté ouest. La réponse de Moscou, c'est C'est le pacte de Varsovie, formalisé en 55. Et d'après les sources, attention, ce n'est pas qu'une alliance défensive sur le papier. « Ah non !» Non, c'est vraiment un instrument clé pour Moscou, pour assurer la cohésion du bloc de l'Est et pour légitimer des interventions militaires. Comme en Hongrie en 56. Exactement. Et comme on le verra en Tchécoslovaquie. Et les textes insistent sur cette perception soviétique d'une menace constante de l'Ouest. Sabotage, déstabilisation, le plan Marshall par exemple. Oui, le plan Marshall, cette aide américaine massive pour la reconstruction, Moscou y voit un outil d'influence capitaliste, donc c'est refusé par le bloc de l'Est, du moins dans ces conditions. Les sources parlent aussi d'espionnage, de soutien aux oppositions. Est-ce que cette peur soviétique était, disons, fondée ou surtout un prétexte? Les documents montrent que la perception d'un encerclement capitaliste, elle était bien réelle à Moscou. Mais elle servait aussi clairement à justifier un contrôle très strict. Et en Tchécoslovaquie, ça donnait quoi concrètement avant 68? Sous Antoni Novotny, c'était le régime classique. Parti unique, répression, censure. Et une économie planifiée qui commençait sérieusement à patiner dans les années 60. D'accord, donc un terreau fertile pour la contestation. Absolument, un mécontentement économique, une frustration intellectuelle. Et les critiques naissent, y compris, et c'est important, au sein même du Parti communiste. Et c'est là qu'arrive Alexander Dubček, janvier 68. Il lance ce fameux programme, le socialisme à visage humain. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Les sources décrivent un vent de liberté assez incroyable. Fin de la censure, liberté de presse, de réunion, de circulation. On réhabilite même les victimes des purges staliniennes. On parle même d'ouverture politique, peut-être au multipartisme. Ouais, l'idée circule. Et puis des réformes économiques. On essaie d'introduire des éléments de marché. Peut-être un clin d'œil à la Yougoslavie, qui avait pris une voie différente. Ah oui, la Yougoslavie comme modèle de rupture possible avec Moscou? En tout cas comme inspiration pour plus d'autonomie. Et aussi, très important, l'affirmation de l'égalité tchèque-slovaque dans un État fédéral. Ce qui est fou, c'est qu'il essaye de concilier deux choses que Moscou jugeait incompatibles, non? Le contrôle du parti et une vraie liberté publique? C'est tout le pari et tout le drame. La réaction populaire est immédiate, surtout chez les intellectuels, les étudiants, dans les villes. C'est une explosion de débats, d'associations. Et les ouvriers dans tout ça? Plus partagés, d'après les analyses. Attachés à certains acquis sociaux du régime, mais aussi désireux de changement, et un peu inquiets de l'instabilité peut-être. Et Moscou, au début, vend. Il laisse faire. Au début, ils observent, avec une certaine perplexité sans doute. Mais la dynamique des réformes, elle dépasse très vite ce qui est acceptable pour les gardiens de l'orthodoxie à Moscou, et aussi pour les conservateurs tchécoslovaques. Et là, ça se corse. Le renseignement soviétique, d'après les sources, se met à croire que les États-Unis sont derrière tout ça. Oui, l'idée s'installe que Washington instrumentalise les réformes pour créer une opposition bourgeoise. Et pour faire sortir la Tchécoslovaquie du pacte de Varsovie, c'est ça? Exactement. C'est le scénario catastrophe pour Moscou. Stratégiquement, militairement, la Tchécoslovaquie est vue comme un verrou vital en Europe centrale. La perdre, c'est impensable pour eux.
Impensable! Ajoutez à ça les pressions des conservateurs tchécoslovaques qui ont peur de perdre le pouvoir et qui appellent Moscou à l'aide. Il y a des négociations quand même. Oui, des rencontres tendues à Tcherna, Natisou, à Bratislava, mais la méfiance est trop forte. La déclaration de Bratislava, en août, elle réaffirme ce droit des pays socialistes à intervenir si l'un d'eux est menacé. C'est la future doctrine Brejnev, en germe. Et l'issue, on la connaît. Tralik. La nuit du 20 au 21 août 1968. L'invasion. Les armées de 5 pays du pacte de Varsovie, URSS, Pologne, Allemagne de l'Est, Hongrie, Bulgarie. Elles entrent dans le pays. Dubček et les réformateurs sont arrêtés. Oui, arrêtés et emmenés à Moscou, la population réagit de manière assez incroyable par la résistance civique non violente. Manifestation pacifique, ils parlent aux soldats, détournent les panneaux. C'est ça. Mais face aux chars, l'espoir est écrasé. Le bilan direct, c'est des dizaines de morts, des centaines de blessés, mais surtout, c'est la fin brutale du printemps de Prague. Et après, c'est la normalisation. La normalisation, oui. Sous Gustav Husak, retour à l'ordre ancien, purge massive dans le parti, dans la société, répression de toute dissidence. Une chape de plomb pour 20 ans. Ah, ironiquement, la seule réforme de Dubček qui survit, c'est... C'est la fédéralisation du pays en 2 républiques, tchèque et slovaque, et puis il y a ce symbole tragique, le sacrifice de Jean Pallard, l'étudiant qui s'immole par le feu en janvier 69. L'invasion, ça a dû créer un choc mondial, non? Surtout à gauche. Un choc énorme. Les sources montrent bien la fracture. De grands partis communistes en Occident, comme en Italie, en France, condamnent l'intervention. C'est une rupture majeure dans le mouvement communiste international. Et d'autres soutiennent Moscou. Oui, comme Cuba par exemple, même si Fidel Castro, selon certains textes, pointe aussi les faiblesses du modèle soviétique et européen. Et pour revenir à l'ironie du début, l'ironie suprême, mentionnée dans nos documents, Mikhail Gorbatchev, l'homme de la perestroïka, celui qui va démanteler le système, eh bien en 87, il rend hommage à Dubček, et en 89, il reconnaît officiellement que l'invasion de 68 était une erreur incroyable. La peur que les réformes de Dubček mènent à l'effondrement, elle s'est réalisée finalement, mais bien plus tard, et initiée par Moscou même. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au fond? L'histoire d'un espoir de renouveau écrasé par la logique implacable des blocs. Oui, et par les réalités géopolitiques de la guerre froide. C'est l'histoire d'un désir de liberté, né au sein même du système communiste, mais broyé par la peur du changement et les impératifs stratégiques. Une expérience brève, mais dont l'écho résonne longtemps après. Ce qui ressort vraiment des sources, c'est cette tension fondamentale. Et ça pose une question qui va bien au-delà de 68, je crois. Laquelle? Jusqu'où un pays membre d'un bloc, comme le pacte de Varsovie, pouvait-il vraiment définir sa propre voie, même en affirmant sa loyauté au socialisme? Quelle était la marge de manœuvre réelle face à la puissance dominante? C'est une question de souveraineté, d'autonomie en pleine guerre froide. Une interrogation qui reste pertinente d'une certaine manière. Merci pour cette éclairation. Merci à vous. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du Plus de faits divers sur la chaîne Plus de Français. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit like, à vous abonner et à partager avec quelqu'un qui pourrait kiffer le sujet. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne si vous en avez envie, ça aide beaucoup. Et dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé? Même un mot, on lit tout. À la prochaine!